Pourquoi désirons-nous précisément ce qui peut nous blesser? Et si la personne qui vous attire le plus était en réalité le reflet le plus cruel de votre blessure la plus ancienne? Et si cet amour qui paralyse votre corps et enflamme votre âme n'était qu'un déguisement du traumatisme cherchant à se résoudre? Tant que vous n'en prenez pas conscience, l'inconscient dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Cette phrase de Carl Jung n'est pas un conseil, c'est un avertissement, un murmure lucide qui surgit de l'âme cherchant à se réécrire. Nous y avons tous été, allongés à l'aube, le visage éclairé par la lumière du téléphone, attendant un message qui ne vient jamais, repassant en revue chaque mot échangé, chaque effleurement, chaque absence, comme si la réponse se cachait dans les détails. Mais ce que nous essayons de comprendre, ce n'est pas l'autre personne. C'est pourquoi cette absence fait si mal, pourquoi ce vide semble si familier, si intime, presque chaleureux, et surtout, pourquoi cela ressemble à de l'amour. Carl Jung ne nous offre pas de consolation, il nous tend des miroirs, et parfois ce que nous y voyons est perturbant. Selon lui, le désir qui nous envahit n'est pas seulement une réaction chimique ou une danse hormonale. C'est un appel de l'inconscient. C'est l'anima ou l'animus, ces figures internes façonnées par les parties de nous-mêmes que nous nions, projetées sur l'autre dans une quête de complétude. Mais cette quête devient souvent un piège. La vérité la plus sombre concernant l'attirance sexuelle, ce n'est pas qu'elle est trop forte, c'est qu'elle est trop précise. Elle trouve, avec une exactitude terrifiante, la fissure exacte de votre âme et s'y engouffre. Bien souvent, nous ne tombons pas amoureux de la personne qui se tient devant nous, mais de celle qui porte, sans le savoir, les traits parfaits de celle qui nous a manqué un jour. Nous n'aimons pas l'autre. Nous aimons la possibilité de sauver une partie de nous-mêmes qui a été niée. Cela peut ressembler à de l'amour, mais ce n'est qu'un enfant blessé, essayant de réparer une histoire brisée avec des pièces empruntées. Ce que vous avez ressenti comme une alchimie n'était peut-être que votre traumatisme vous disant « Cette fois, ça va marcher ». Mais est-ce que ça marche vraiment? Tout au long de cette vidéo, nous plongerons dans cet abîme avec vous, sans garde-fou, sans lumière au bout du tunnel. Car la seule issue est de regarder directement l'obscurité qui vous habite et de comprendre une fois pour toutes que le désir ne pointe pas toujours vers l'amour, mais parfois vers votre propre captivité. Alors, fermez les yeux un instant. Respirez. Repensez à la personne qui vous a le plus attiré dans votre vie. Maintenant, demandez-vous, était-ce de l'amour ou simplement le reflet de votre passé criant pour attirer votre attention? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains regards nous transpercent comme une lame affilée, alors que d'autres nous effleurent à peine? Pourquoi certaines personnes nous font perdre la raison en quelques minutes, alors que d'autres, même plus adaptés, captent à peine notre attention? Et, plus troublant encore, pourquoi sommes-nous si souvent attirés par ceux qui ne peuvent pas nous aimer, ou pire, par ceux qui peuvent nous détruire? Il existe une illusion dangereuse dans le monde moderne, celle que le désir est un signe fiable, que là où il y a du feu, il y a de la vérité. Mais Jung dirait, là où il y a du feu, il y a une ombre qui brûle. Le désir, surtout celui qui paralyse, consume et aveugle, est rarement pur. C'est presque toujours un symptôme, un cri de l'âme cherchant à se compléter, même si pour cela, elle doit répéter précisément ce qui l'a blessé. Imaginez ceci. Vous entrez dans un endroit quelconque. Il y a des dizaines de personnes. Certaines vous saluent avec douceur. D'autres ne remarquent même pas votre présence. Mais soudain, quelqu'un vous regarde et quelque chose en vous change. Votre corps se tend. Votre cœur s'accélère. Vous essayez de paraître naturel, mais vous sentez qu'une force plus puissante que votre volonté vous attire. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la reconnaissance. Vous reconnaissez dans ce regard quelque chose de familier, une absence connue, une forme spécifique de froideur, de distance, de séduction calculée. Vous ne tombez pas amoureux de celui qui vous voit, mais de celui qui active en vous un souvenir émotionnel profond de ce qui vous a manqué.
Jung appelait cela la projection. C'est lorsque notre psyché, sans que nous nous en rendions compte, projette sur l'autre tout ce qui est réprimé en nous, nos manques, nos désirs cachés, nos traumatismes mal résolus. Nous pensons voir quelqu'un, mais en réalité, nous nous voyons nous-mêmes, ou plutôt, nous voyons ce qui nous manque. C'est pourquoi cette personne, mauvaise, semble si parfaite, car elle reflète la pièce exacte de notre puzzle émotionnel, même si, au final, elle ne nous apporte que de la douleur. Il existe une histoire qui illustre cela parfaitement. Un homme à succès, admiré, spirituellement mature, mais à chaque fois qu'il tombait amoureux, c'était de femmes froides, distantes, inaccessibles, des femmes qui le faisaient se sentir invisible. Pour ses amis, c'était simple. Tu mérites mieux. Mais pour lui, il était impossible de s'éloigner. Il se sentait vivant dans cette tension. Dans les rares moments d'affection, il se sentait complet, et quand elle s'éloignait, son monde s'effondrait. Cette femme était tout pour lui, mais en réalité, elle n'était que l'écho d'une absence ancienne, celle de sa mère. Une femme émotionnellement absente qui lui avait appris, dès l'enfance, que l'amour devait être conquis et jamais reçu gratuitement. Ainsi, il ne cherchait pas l'amour, il cherchait la rédemption, l'opportunité d'être enfin choisi. Et vous? Votre désir est-il vraiment pour cette personne? Ou pour la possibilité de vous sentir aimé par ce qui vous a ignoré un jour? Ces dynamiques ne sont pas évidentes. Elles opèrent dans l'ombre. Vous pouvez dire que vous voulez quelqu'un de léger, mais vous êtes attiré par celui qui vous rend anxieux. Vous pouvez déclarer vouloir la paix, mais vous ne ressentez de la passion que dans la guerre. Non pas parce que vous mentez, mais parce que votre âme tente de réécrire son histoire inconsciemment, et c'est là que le désir devient un piège. Carl Jung nous rappelle que l'inconscient n'a pas le sens de l'humour. Il n'oublie pas, il ne pardonne pas, il ne simplifie pas, il répète. Il répète des schémas, des visages, des sensations, jusqu'à ce que la douleur devienne consciente ou éternelle. Ainsi, ce qui vous attire n'est pas toujours de l'amour. Parfois, c'est du karma. Et comme Jung aimait le dire, le karma n'est pas une punition, c'est une répétition jusqu'à ce que vous appreniez. Regardez. Les personnes émotionnellement saines ne provoquent pas un ouragan en vous. Elles ne vous mettent pas en état d'alerte constante. Elles ne jouent pas avec votre esprit. Elles n'attisent pas votre anxiété. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles n'activent pas votre blessure. Et si votre boussole émotionnelle est brisée, vous confondrez cela avec de l'ennui. Vous penserez qu'il manque quelque chose, mais ce qui manque, ce n'est pas de la passion. C'est le chaos que vous avez appris à appeler amour. C'est là que la plupart d'entre nous se perdent, car la passion, lorsqu'elle naît d'un traumatisme, est addictive. Elle crée une danse entre l'attente et le rejet, entre l'extase et l'abandon. Et si votre système nerveux a été conditionné par la douleur, il appellera cela un foyer. Vous pourriez même dire « j'aime les relations intenses », mais peut-être que ce que vous appelez intensité n'est que du désespoir avec un parfum agréable. Alors, je vous pose la question, avec tendresse mais fermeté, qui aimez-vous? Et pourquoi? Ne me donnez pas un nom, donnez-moi un sentiment. Est-ce de la calme ou une tempête? Est-ce de l'accueil ou une chasse? Vous sentez-vous vu ou traqué? Carl Jung nous invite à regarder non seulement qui nous désirons, mais ce qui en nous désire. Car si c'est la peur, le vide ou le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un qui est parti, alors ce n'est pas de l'amour, c'est un cri. Et les cris ne construisent pas de foyer, ils ne font que résonner. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez comprendre. L'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur, il est dans votre esprit. Cette impulsion qui vous fait exploser, cette anxiété qui vous paralyse, cet attachement émotionnel qui vous affaiblit de l'intérieur, tout cela suit un schéma. Et tant que vous n'aurez pas restructuré le modèle mental qui le provoque, tout se répétera encore et encore. Mais il existe un moyen de changer cette base, avec une logique froide, une conscience stratégique et des exercices de réentraînement émotionnel. Nous avons enregistré une vidéo montrant comment appliquer cette méthode de manière pratique.
Vous pouvez la regarder maintenant. Scannez simplement le code à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Il y a quelque chose de profondément troublant dans le fait d'aimer, quelque chose qui va au-delà du corps, du regard, du contact. Car parfois, ce que vous ressentez ne vient pas de la personne en face de vous, mais d'un endroit plus ancien, silencieux et sombre. Un endroit où votre âme a projeté ce qu'elle a perdu. Carl Jung croyait que notre psyché est habitée par des figures archétypiques, des structures profondes qui organisent non seulement notre façon de penser, mais aussi d'aimer. Parmi elles, 2 sont particulièrement dangereuses lorsqu'il s'agit du désir, l'anima et l'animus. L'anima représente chez l'homme l'aspect féminin inconscient, l'animus chez la femme, l'aspect masculin qui habite dans l'ombre. Mais ne vous méprenez pas, cela n'a rien à voir avec le genre biologique. Il s'agit de ce qui a été réprimé, nié ou jamais développé en vous. Imaginez ceci, un homme qui, depuis l'enfance, a été éduqué à être rationnel, fort, invulnérable. La sensibilité, l'affection, l'abandon de soi étaient considérés comme des faiblesses. Ces qualités n'ont pas disparu. Elles ont été reléguées au sous-sol de la psyché, où, dans l'obscurité, elles se sont transformées en une figure. Une femme imaginaire, émotionnellement chargée, belle et pleine de symbolisme. C'est l'anima. Et lorsqu'un homme rencontre quelqu'un qui la reflète dans le monde réel, il est perdu. Ce n'est pas elle qu'il aime, c'est ce qu'elle représente, la partie de lui qu'il n'a jamais pu vivre. Et dans ce désir, il ne cherche pas la connexion, mais la complétude. Il en va de même pour les femmes. Élevées à être douces, compréhensives, modestes, leur pouvoir, leur colère, leur fermeté n'étaient pas les bienvenus. Alors, l'animus se forme, une figure masculine idéalisée, confiante, dominante. Et lorsqu'un homme incarne cette énergie, elle ne réfléchit pas, elle se donne. Mais voici le problème, ce qui est projeté n'est pas vu clairement. C'est idéalisé, romancé, transformé en idole, même si cela devrait être un avertissement. Comprenez-vous maintenant pourquoi tant de passions dévorantes ont ce goût d'ensorcellement, d'illusion? Parce qu'il ne s'agit pas de l'autre, mais de vous, d'une partie endormie de votre âme qui se reflète enfin comme dans un miroir sombre. Et que se passe-t-il lorsque vous tombez amoureux d'un miroir? Vous vous voyez, ou plutôt, vous voyez ce que vous n'avez jamais pu être. Mais il y a une figure encore plus profonde dans cette danse psychologique. L'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous n'acceptez pas en vous. Tout ce qui a été nié, rejeté, condamné. Vos fantasmes secrets, votre colère contenue, votre envie, votre peur, votre érotisme mal compris. Tout ce que vous avez enfermé dans une cage pour survivre à la morale, à la culture, à la famille. Sauf que la cage n'est pas sûre, elle ne fait que cacher. Et à un moment donné, l'ombre s'échappe, souvent sous forme de désir, de cet élan inexplicable, de cette attirance pour quelqu'un qui va à l'encontre de tout ce que vous dites vouloir. Cette personne porte, sans le savoir, un fragment de votre ombre, et c'est pourquoi elle vous attire, pourquoi elle vous dévore. Jung disait que nous ne nous relions pas à des personnes, mais à des contenus inconscients. Et tant que vous n'aurez pas reconnu votre ombre, vous en serez l'esclave. Vous aimerez ce qui vous détruit, vous désirerez ce qui vous emprisonne, vous appellerez destin ce qui n'est en réalité qu'une programmation psychique. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant. Imaginez quelqu'un qui, au lieu de vivre son ombre, apprend à la contrôler, à la manipuler, à l'utiliser. Cette personne devient dangereuse, non par méchanceté, mais par conscience. Elle perçoit ce qui vous attire, sait comment activer vos fantômes et, consciemment ou non, devient l'incarnation de votre anima ou de votre animus pour vous capturer. Elle devient ce que vous cherchez pour vous sentir complet, et alors, elle vous possède. C'est le point le plus sombre de la théorie jungienne de l'attirance. Vous ne tombez pas amoureux de celui que vous aimez,
mais de celui qui incarne votre inconscient. Et si cette personne le veut, elle peut vous dominer complètement, sans même hausser la voix. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous désiré quelqu'un qui n'avait aucun sens, qui vous faisait souffrir, mais qui vous fascinait encore, qui vous rejetait, mais vous faisait revenir? Peut-être que ce n'était pas de l'amour, peut-être que c'était votre ombre qui vous guidait. Et si c'était vrai, si c'était la partie la plus cachée de vous qui choisissait votre attirance, alors le désir n'est pas libre, il est conditionné. Mais il y a une issue. Jung nous invite à l'individuation, le processus de devenir entier, de reconnaître l'anima et l'animus en vous, de regarder l'ombre sans peur, d'intégrer ce qui a été nié. Quand cela arrive, quelque chose change. Vous cessez de chercher chez l'autre ce qui vous manque. Vous cessez de tomber amoureux de fantômes et commencez à aimer des personnes réelles, avec leurs défauts, mais aussi avec leur présence. Vous comprenez que l'amour n'est pas une complétude, c'est un débordement. Et le désir, lorsqu'il naît de l'intégration, n'est plus une compulsion, c'est un choix. Mais pour y arriver, il faut descendre. Descendre jusqu'aux parties de vous que vous avez évitées, dialoguer avec les fantômes qui murmurent vos désirs les plus sombres. Et au lieu de les réprimer, les comprendre. Car seul celui qui connaît son ombre peut aimer avec lumière. Et peut-être que le véritable plaisir ne réside pas dans le fait d'être désiré, mais dans le fait de se reconnaître enfin entier, sans avoir besoin de se perdre dans l'autre. Il y a un silence particulier qui envahit le corps après que la personne que vous aimez vous rejette, encore une fois. Un silence qui n'est pas une surprise, mais une reconnaissance, comme si quelque chose en vous savait dès le départ que cette fin était déjà écrite. Et pourtant, vous êtes resté. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé piégé dans des relations qui font mal, mais ne vous lâchent pas? Combien de fois votre désir a-t-il crié pour quelqu'un qui ne savait que vous nier? Vous dites que c'est de l'amour, de la passion, que c'est intense. Mais Jung aurait un autre nom pour cela. La répétition émotionnelle. Vous n'aimez pas la personne, vous essayez de gagner une guerre ancienne avec un nouveau soldat. L'esprit conscient pense qu'il choisit, mais l'âme répète, rejoue des scènes, change les personnages, mais conserve le même scénario. Jung disait, « Tant que l'inconscient ne devient pas conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Et c'est exactement ce qui se passe dans ce qu'il appelait un complexe, un noyau émotionnel, souvent traumatique, qui s'active comme un aimant, un code interne qui crie « Trouve quelqu'un qui me fasse revivre ça, mais avec une fin différente. » Mais la fin change rarement, car celui qui agit encore depuis sa blessure ne peut choisir qu'avec le regard de l'enfant qui a souffert. Laissez-moi vous raconter une histoire vraie. Un homme émotionnellement mature, spirituel, prospère, mais son cœur était un champ de mines. Il ne tombait amoureux que de femmes froides, qu'il ignorait, disparaissait pendant des jours, refusait de l'aimer comme il en avait besoin. Aux yeux du monde, il semblait avoir de la malchance en amour, mais la vérité, c'est qu'il était accro, non pas aux personnes, mais au sentiment de rejet. Pourquoi? Parce que sa mère, quand il était enfant, était exactement ainsi, distante, indisponible, affectueuse seulement quand elle le voulait, jamais quand il en avait le plus besoin. Et l'enfant qu'il était n'a jamais surmonté cela. Ainsi, devenu homme, son inconscient cherchait à réparer le passé, à gagner l'amour qui lui avait été refusé, mais il le faisait avec des femmes qui répétaient le même schéma, comme s'il se disait « Cette fois, je vais y arriver ». Mais il n'y arrivait pas, car cet amour n'était pas à elle de donner. Il appartenait à une mère qui était déjà partie ou qui n'avait jamais vraiment été là. Comprenez-vous ce que cela signifie? Que l'amour qui vous détruit n'est peut-être pas une erreur, mais une tentative de guérison, mal formulée, inconsciente, tragique, et cela ne concerne pas seulement les hommes. Combien de femmes vivent en tombant amoureuses d'hommes inaccessibles, des hommes excitants, intenses, dominateurs, mais froids, des hommes qui flattent avec la même intensité qu'ils ignorent, qui allument le feu pour ensuite laisser la pièce dans l'obscurité. Ces femmes disent « Je ne sais pas pourquoi je choisis toujours les mauvais ».
les bons m'ennuient. J'aime les hommes difficiles. » Mais derrière cela, il y a une petite fille. Une fille qui a appris que l'amour se conquiert, qu'il faut être bonne, sensuelle, intelligente, incroyable pour mériter l'attention. Une fille qui a peut-être grandi avec un père qui ne lui donnait de l'amour que lorsqu'elle se surpassait, ou qui n'était tout simplement jamais présent. Alors, aujourd'hui, cette femme ne cherche pas l'affection, elle cherche la rédemption. Elle veut prouver qu'elle peut être aimée par quelqu'un qui se refuse à elle, quelqu'un qui la fait se sentir comme dans son enfance. Cela, c'est de l'amour? Non, c'est un traumatisme déguisé en romantisme. Et savez-vous ce qui rend cela encore plus cruel? Le corps s'en mêle, la chimie répond, le désir s'enflamme, vous ressentez des papillons, mais ils viennent d'un estomac vide d'affection. Vous pensez que c'est une connexion, mais c'est une carence qui reconnaît un schéma. Le traumatisme, lorsqu'il n'est pas guéri, façonne votre radar, et ce radar vous guidera directement vers celui qui peut recréer votre douleur, avec l'espoir inconscient que cette fois, ce sera différent. Mais ça l'est rarement, car vous essayez encore de guérir avec le même poison qui vous a rendu malade. Jung appelait cela la compulsion à la répétition, une force qui nous pousse aveuglément à revivre les mêmes scénarios, les mêmes amours impossibles, les mêmes dynamiques abusives, les mêmes illusions. Comme si chaque nouvelle rencontre était une tentative désespérée de changer la fin d'une histoire déjà terminée. Et tant que vous ne vous en rendrez pas compte, vous continuerez à confondre la douleur avec l'intensité, à appeler âme sœur celui qui n'est en réalité que le reflet d'un vieux fantôme. Mais il y a un chemin de sortie, et il ne commence pas à l'extérieur. Il ne commence pas en changeant de partenaire. Il commence en regardant à l'intérieur avec courage, avec brutalité, avec une honnêteté sans faille. Vous devez vous poser ces questions. Ce désir vient-il de ma guérison ou de ma faim? Est-ce que je veux cette personne ou ce qu'elle représente? Est-ce que j'aime? Ou est-ce que j'essaie de résoudre quelque chose qui est resté en suspens dans mon enfance? Ces questions ne sont pas faciles. Elles vous arrachent le sol sous les pieds, mais elles vous montrent aussi la porte. Car l'amour véritable, celui qui libère, qui construit, qui réchauffe, ne naît pas du manque. Il naît de la présence, de la conscience. Et quand vous aimez depuis la conscience, le désir n'est plus une prison, c'est un choix, une rencontre. Il est léger, bien que profond. Vous n'avez plus besoin de répéter le passé. Vous pouvez l'honorer, l'écouter, le guérir, et ensuite choisir différemment. Non pas parce que vous êtes fatigué de la douleur, mais parce que vous avez enfin compris que ce n'était jamais de l'amour. C'était juste un cri demandant la guérison. Et maintenant, peut-être êtes-vous prêt à écouter. Toute séduction ne naît pas de l'amour, parfois elle naît de la peur. Parfois, c'est une armure dorée, éclatante, sensuelle, mais toujours une armure. Car lorsque quelqu'un découvre qu'il peut contrôler l'autre à travers le désir, la tendresse cède la place à la stratégie. Et ce que nous appelons romantisme devient un théâtre, un jeu entre des miroirs brisés. Carl Jung nous a montré que la séduction n'est pas toujours spontanée. Elle peut être une chorégraphie inconsciente de défense, une manière de contrôler l'autre avant qu'il ne puisse nous blesser. Imaginez une femme qui a grandi sans référence d'amour sécurisant. Peut-être que son père était absent, imprévisible, ou peut-être que l'affection qu'elle recevait était toujours conditionnelle. Je t'aime seulement si tu es parfaite. Cette petite fille a appris que pour être remarquée, elle devait briller, être désirable, irrésistible, car être simplement elle-même n'était jamais suffisant. Des années plus tard, cette fille devient une femme, et sa sensualité devient son épée. Elle a appris qu'en devenant un objet de désir, elle contrôle l'affection qui lui a manqué un jour. Mais ce qu'elle veut, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle, du pouvoir, ne plus dépendre de personne, mais faire que tous dépendent d'elle. Elle ne veut pas être aimée, elle veut être nécessaire, qu'il s'agenouille émotionnellement devant elle, pour ne plus jamais être la petite fille rejetée. Et lui, il ressent l'enchantement, le magnétisme, le désir qui le consume, mais ce qu'il voit, ce n'est pas elle. C'est la projection de son propre manque, de ce féminin qu'il a réprimé, du réconfort qu'il n'a jamais eu.
elle, sans le savoir, incarne son anima, cette figure symbolique qu'il a passé sa vie à attendre. Mais son anima n'est que cela, une figure. Et elle, la vraie, a ses blessures, ses abîmes, sa douleur. Alors, leur rencontre devient un spectacle. Il la désire comme si elle était son salut. Elle le manipule comme s'il était sa vengeance. Et ce qui pourrait être de l'amour devient une guerre. Inversons maintenant. Il y a aussi des hommes qui ont appris que le pouvoir vient de l'absence, que plus ils sont distants, plus ils sont désirés. Des hommes qui confondent la froideur avec masculinité, qui utilisent le silence comme une arme, qui alimentent l'insécurité de l'autre avec des doses mesurées d'attention, juste assez pour qu'elle continue à dépendre. Ces hommes ne veulent pas une femme, ils veulent un reflet, une validation. Quelqu'un qui les fasse se sentir comme des dieux, parce qu'au fond, ils sont toujours des petits garçons non reconnus par leur père, des hommes qui n'ont jamais été validés dans leur essence et qui, maintenant, ont besoin d'être idolâtrés. Alors, quand ils rencontrent une femme en manque d'affection, qui confond le rejet avec un défi, ils savent exactement quoi faire. Ils donnent de l'amour au début, se montrent présents, intenses, hypnotisants, mais dès qu'elle s'abandonne, ils disparaissent ou se refroidissent. Elle devient folle, cherche, réclame, se demande « Qu'ai-je fait de mal ?» Mais la réponse n'a jamais été en elle. Elle était en lui, dans l'ombre qu'il n'a pas affrontée. Cette danse est cruelle, car au final, personne n'aime personne. Ils aiment seulement la sensation de pouvoir que l'autre offre. L'un est accro à la domination, l'autre à l'espoir. L'amour devient une performance, l'intimité une illusion. Carl Jung appellerait cela la trappe de l'inconscient, un jeu où chacun porte le déguisement de l'autre, non par méchanceté, mais par douleur. Et plus la douleur derrière la séduction est grande, plus elle devient intense. Car le désir, lorsqu'il naît d'une blessure, résonne plus fort que l'amour véritable. Et vous, qui m'écoutez maintenant, combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans cette danse? Combien de fois avez-vous désiré quelqu'un qui vous faisait vous sentir petit? Combien de fois avez-vous confondu la froideur avec la profondeur? Combien de fois avez-vous pensé que plus il était difficile de conquérir l'autre, plus cela serait spécial? Mais permettez-moi de vous dire une vérité inconfortable. L'amour n'est pas un trophée, c'est une présence. Et toute relation qui a besoin de jeu pour rester enflammée est déjà en train de mourir. Écoutez ceci avec attention. Il y a des gens qui ne savent pas aimer. Ils savent retenir, séduire, dominer. Mais aimer? Non, parce qu'aimer exige de la vulnérabilité. Et pour ceux qui ont grandi dans des environnements hostiles, être vulnérable est dangereux. C'est pourquoi beaucoup préfèrent de contrôler plutôt qu'aimer. Ils préfèrent vous maintenir sur le fil du rasoir du désir, plutôt que de vous laisser voir qui ils sont vraiment. Et si vous aussi avez grandi sans amour sécurisant, vous confondrez ce jeu avec de la passion. Vous penserez que ces montagnes russes émotionnelles sont un signe de connexion. Mais ce n'est que de l'adrénaline, de l'addiction, un traumatisme romancé. Alors, observez bien celui qui vous attire. Est-ce qu'il vous voit ou est-ce qu'il vous utilise comme un miroir? Est-ce qu'il vous aime ou aime-t-il le pouvoir qu'il a sur vous? Et plus important encore, est-ce que vous aimez ou essayez-vous simplement de gagner une bataille émotionnelle qui n'a même pas commencé dans cette relation? Ne vous blâmez pas si vous avez été pris dans ce cycle. Presque tout le monde l'a été. Ce qui compte maintenant, c'est ce que vous faites avec cette prise de conscience. La séduction n'est pas le problème, mais lorsqu'elle est utilisée comme un déguisement du manque ou comme un instrument de vengeance, elle cesse d'être une danse et devient une prison. La véritable intimité commence lorsque le jeu s'arrête, lorsque vous n'avez plus besoin d'être désiré pour vous sentir digne, lorsque vous n'avez plus besoin de manipuler pour vous sentir aimé. Et peut-être que l'amour que vous cherchez n'apparaît que lorsque vous cessez de jouer, lorsque les masques tombent, lorsque vous regardez quelqu'un sans l'intention de gagner, mais simplement d'être.
Jung nous a appris que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux se transforment. Mais dans le jeu de la séduction, personne ne se transforme. Ils ne font que s'attacher. Et l'amour meurt en silence, étouffé par l'ego. Si vous voulez aimer vraiment, lâchez le contrôle, lâchez le besoin de séduire et regardez ce qui reste. S'il y a encore une connexion, alors oui, peut-être que l'amour est enfin arrivé. L'amour véritable commence là où le besoin s'arrête, et le désir conscient commence là où l'ombre est accueillie. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui change lorsqu'on cesse de chercher un partenaire pour se compléter et qu'on commence enfin à se trouver soi-même? Lorsque le désir n'est plus un cri du vide, mais une invitation à la présence. La plupart des gens n'aiment jamais consciemment. Ils désirent, ont besoin, implorent, se conforment. Mais aimer vraiment, exige quelque chose qui fait peur, la liberté intérieure. Carl Jung le savait. C'est pourquoi il ne romantiquait pas la passion, il la déconstruisait. Pour Jung, le véritable amour n'est possible qu'après l'individuation. Un processus long, souvent douloureux, où vous cessez de projeter sur l'autre ce qui vous manque et commencez à devenir entier. C'est à ce moment-là que le désir change de couleur, qu'il cesse d'être une prison pour devenir un choix, qu'il cesse d'être un manque pour devenir une célébration. Mais comment y arriver? D'abord, vous devez accepter qu'il y a des parties de vous qui vous gouvernent encore, sans que vous vous en rendiez compte. L'ombre, le traumatisme, l'anima, l'animus, les complexes émotionnels. Tous agissent en silence, choisissant pour vous, désirant pour vous. Vous pensez aimer quelqu'un? Peut-être cherchez-vous simplement un refuge. Peut-être essayez-vous de sauver la mère qui ne vous a pas accueilli, le père qui ne vous a pas vu, l'adolescence qui vous a blessé, l'enfance qui vous a brisé. Vous pensez être en contrôle? Mais c'est votre histoire qui tient le volant, et vous n'êtes qu'un passager. C'est pourquoi tant de relations ressemblent à des films répétés avec de nouveaux acteurs. Parce que vous changez de personne, mais pas de schéma, pas de scénario, pas de blessure. Et tant que cela reste invisible, le désir restera une compulsion. Vous l'appellerez alchimie, mais c'est juste une programmation émotionnelle. Vous l'appellerez destin, mais c'est juste votre traumatisme qui vous appelle par votre nom. Mais ici, à ce point du chemin, quelque chose s'ouvre. La conscience arrive, et quand elle arrive, tout change. Vous commencez à voir au-delà du charme, au-delà du frisson, au-delà de la présence magnétique. Vous regardez l'autre et vous vous demandez, cette personne m'apaise-t-elle ou attise-t-elle mon anxiété? Est-ce que je la veux elle ou ce qu'elle représente? Ce désir n'est-il de ma plénitude ou de mon manque? Ces questions ne sont pas romantiques, elles sont chirurgicales. Et c'est précisément pour cela qu'elles sauvent. Car le désir, lorsqu'il naît de la conscience, n'est pas un feu incontrôlé, c'est une chaleur continue. Il ne brûle pas, il réchauffe, il n'emprisonne pas, il soutient. L'amour véritable ne vous arrache pas le sol sous les pieds. Il vous apprend à marcher pieds nus. Il vous montre que vous n'avez plus besoin de courir après ceux qui ne vous voient n'attend pas. Vous avez juste besoin de vous voir vous-même. C'est la libération, et elle n'arrive pas du jour au lendemain. Elle vient lorsque vous cessez de romantiser vos douleurs, lorsque vous réalisez que cette passion dévastatrice n'était que l'écho d'une blessure ouverte, que cette relation inexplicable était en réalité parfaitement explicable. Il suffit de regarder votre autre histoire. Jung disait que le but de la vie n'est pas le bonheur, mais la réalisation du soi. Et le soi ne se réalise pas en étant à moitié, il se réalise en s'intégrant. Cela signifie cesser de se mutiler pour s'adapter aux désirs de l'autre. Cela signifie accepter ses ombres et au lieu de les projeter, les accueillir. Cela signifie cesser de chercher des âmes sœurs et commencer à être sa propre âme entière. Voulez-vous savoir si vous êtes prêt à aimer vraiment? Alors, observez comment vous gérez la solitude. Car celui qui ne peut pas être avec lui-même utilisera l'autre comme une anesthésie,
et toute anesthésie finit par s'estomper. Mais l'addiction reste. Aimer consciemment, c'est être entier. C'est désirer, oui, mais sans avoir besoin. C'est se donner, oui, mais sans disparaître. Et pour beaucoup, cela semble ennuyeux. Et la passion, et les papillons dans le ventre, et la folie. Laissez-moi vous dire quelque chose qui peut sembler étrange. La paix aussi est excitante, mais il faut rééduquer votre corps. Car si vous avez passé votre vie en guerre, le calme ressemble à la mort. Mais ce n'est pas le cas. C'est la vie, une nouvelle vie. La personne idéale ne vous fera peut-être pas ressentir des papillons, mais elle vous fera respirer, dormir en paix, rire sans peur. Elle vous regardera et vous vous reconnaîtrez, non pas comme une moitié attendant d'être complétée, mais comme quelqu'un qui se suffit enfin à lui-même. C'est le désir qui choisit, c'est le désir qui n'emprisonne pas. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que ce désir est silencieux. Il ne crie pas, n'exige pas, n'implore pas, il est simplement. Car lorsque vous vous trouvez, l'autre cesse d'être une béquille et devient une compagnie. Et c'est là que l'amour peut enfin s'épanouir. Musique. En fin de compte, peut-être que l'amour que nous cherchons tant n'a jamais été dans l'autre. Il était dans le regard que nous n'avons pas encore appris à poser sur nous-mêmes. Car ce que vous appelez « il me plaît » ou « je la désire » n'est parfois que l'écho d'un vide hérité, vécu, ignoré, mais jamais vraiment compris. L'attirance sexuelle, cette force qui nous meut, nous aveugle, nous consume, n'est pas simple. C'est la scène où dansaient nos ombres. C'est le murmure d'une enfance mal résolue. C'est, bien souvent, le traumatisme qui dit « essayons encore », mais cette fois avec un corps différent. Carl Jung ne voulait pas que vous fuyiez l'amour. Il voulait que vous le voyiez sans voile, sans projection, sans anesthésie. Il voulait que vous reconnaissiez que ce qui vous lie à l'autre, c'est la partie de vous encore enchaînée à votre histoire. C'est pourquoi la véritable rencontre ne se produit pas lorsque deux moitiés se complètent, mais lorsque deux entiers se reconnaissent. Le désir ne devient sacré que lorsqu'il cesse d'être une fuite pour devenir un choix. Lorsque vous regardez quelqu'un et, au lieu de penser « sauve-moi », vous dites « je te choisis, mais je me possède aussi ». Alors, la prochaine fois que votre cœur s'emballe, que votre corps tremble, que votre esprit commence à fantasmer, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous « est-ce de l'amour ou juste ma blessure qui espère ?» Car la guérison ne se produit pas lorsque vous trouvez le bon amour. La guérison se produit lorsque vous cessez de choisir l'amour avec la mauvaise partie de vous-même. Je me souviens, il y a des années, être tombé follement amoureux de quelqu'un qui m'ignorait. Elle était fascinante, mystérieuse, indisponible. Et bien sûr, j'étais accro. J'ai passé des mois à essayer de gagner cet amour, à envoyer de longs messages, à attendre des réponses qui arrivaient avec des jours de retard, à me demander ce que je pouvais faire pour qu'elle me choisisse. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que ce qui me liait à elle, ce n'était pas de l'amour, c'était de la familiarité. Elle me faisait ressentir ce que je ressentais dans mon enfance, de l'insécurité, de l'invisibilité, une faim d'approbation. Et quand j'ai compris cela, ce fut comme me réveiller d'un rêve, ou plutôt d'un cauchemar déguisé en romantisme. Cette vidéo est née de cet éveil, du désir de vous parler comme à un vieil ami à 2 heures du matin, entre une gorgée de café froid et un silence chargé de vérité. Car je sais que beaucoup d'entre nous sont fatigués de répéter les mêmes cycles, d'aimer toujours le même visage sous des noms différents, d'appeler destin ce qui n'est en réalité qu'un schéma émotionnel non résolu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que, comme moi, vous portez en vous ce désir de comprendre, de vous libérer, d'aimer les yeux grands ouverts. Et pour cela, merci vraiment d'écouter, de ressentir, d'être là. Si vous voulez savoir comment d'autres
ont atteint cette stabilité mentale que rien ni personne ne peut ébranler, cliquez maintenant sur le lien dans la description ou dans le premier commentaire épinglé. Le contenu est disponible pour un temps limité. Si cette vidéo vous a fait repenser votre histoire, si elle a remué quelque chose en vous, même si cela a fait mal, surtout si cela a fait mal, alors donnez-lui un like, commentez ce qui vous a le plus touché et partagez-la avec quelqu'un qui se perd aussi dans ce même type d'amour. D'ailleurs, dites-moi, quel est le schéma que vous avez le plus répété dans votre vie amoureuse et qu'en avez-vous appris? Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous pouvez supporter des vidéos qui parlent d'ombre, de projection et de désir avec la subtilité d'une gifle en pleine nuit, c'est que ce canal a été créé pour vous. Dans les vidéos qui apparaissent à l'écran, nous allons encore plus loin, mais je vous préviens, certaines d'entre elles pourraient vous laisser avec un insomnie existentielle ou une envie de changer toute votre vie. Cliquez sur l'une d'elles si vous avez le courage. On se retrouve là-bas et à la prochaine immersion.